millions moins nombreux. Les effets bénéfiques de la mondialisation ne se limitent pas à ces quelques chiffres et ces quelques phénomènes. Il faudrait parler des effets du commerce sur la diminution des conflits armés, même s'il y a encore beaucoup de guerres, de la diminution de l'analphabétisme et de la réduction des taux d'inflation, des primes de risque et de l'accès à plusieurs choses. Mais mon propos cet après-midi n'est pas de faire la preuve et la démonstration complète et sans faille, mais plutôt de constater avec vous l'écart extraordinaire entre ces bienfaits très réels de la mondialisation et la perception contraire de plusieurs opposants à la mondialisation. Et je vous souligne que M. Barr et moi, on ne s'est pas parlé d'avance. C'est donc dire que la mondialisation, c'est aussi le sentiment d'impuissance de nombreux de nos concitoyens. Il ne faut pas s'y méprendre. L'intégration du commerce et la réduction des barrières aux producteurs étrangers augmentent la concurrence sur les marchés nationaux dans tous les pays. Et plus la concurrence est forte, plus pour les entreprises, plus celles-ci doivent innover, inventer pour être productives, et moins elles ont la capacité de refiler les hausses de coûts aux consommateurs, et moins les travailleurs peuvent négocier des hausses de salaire. Bref, les travailleurs des pays développés sont maintenant directement en concurrence avec les nouveaux travailleurs des pays en émergence. La part des emplois manufacturés est passée d'un emploi sur 4 dans les pays développés à moins d'un emploi sur 8 en l'espace de moins de 25 ans. C'est donc l'offre et le choc de l'offre de travail qui a fait en sorte que de 1980 à 2005, la part des salaires dans le produit intérieur brut du groupe des 10 est passée de 63 % à 59 %, alors que celle des profits des entreprises est passée de 11 à 15 %. De plus, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est accentué aux États-Unis et en Europe. En fait, puisque plusieurs travailleurs manuels, plusieurs employés de bureau et même plusieurs professionnels des pays développés ne bénéficient pas de la mondialisation, les citoyens sont inquiets. Et ils se considèrent impuissants. Ce qui accroît le désarroi des citoyens, c'est qu'ils ne peuvent plus compter sur leur gouvernement pour résoudre ces difficultés auxquelles ils font face. En effet, la mondialisation a réduit les pouvoirs des gouvernements en les contraignant à respecter les règles du marché global. Plus encore, dans les pays en émergence, tout comme dans les pays développés, les lois du travail et les codes d'éthique d'affaires sont trop souvent bafoués. Tout ceci explique la montée des différents mouvements populistes et protectionnistes, ainsi que l'immobilisme de plusieurs de nos sociétés qui, par surcroît, connaissent un vieillissement rapide de leur population. La peur, la crainte, le désespoir, l'impuissance sont alors des sentiments légitimes. Mais l'histoire du monde nous enseigne que ces sentiments peuvent être de très mauvais conseillers. Où donc trouver l'espoir pour faire face sans crainte à cette dure réalité? Cette évolution de la planète suscite une inquiétude légitime et nous interpelle individuellement et collectivement. Je veux donc profiter de la chance unique qui m'est donnée pour vous communiquer les résultats de la réflexion et de la démarche que nous avons entreprise chez nous, à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, sur ces sujets. Nous gérons en effet un actif net de plus de 120 milliards de dollars et un actif total de plus de 200 milliards de dollars, puisque nous empruntons pour investir. Et nous qui gérons un tel actif et qui investissons dans tous les secteurs de l'économie et sur tous les continents, nous sommes ce qu'on appelle un propriétaire universel, c'est-à-dire un investisseur qui détient une telle quantité et une telle variété d'actifs des divers secteurs et régions du monde que nous possédons de facto une tranche de l'économie mondiale. De plus, nos déposants sont des caisses de retraite et des régimes d'assurance dont l'horizon de placement est à très long terme, une autre caractéristique de ces propriétaires universels. Bref, de par notre taille, notre diversité et la portée de nos activités, la performance de nos investissements dépend non seulement de la performance de chacun de nos placements, mais aussi et surtout de la performance de l'économie mondiale à long terme. Ainsi, notre intérêt d'investisseur ne se limite pas à la santé économique d'une compagnie, d'une industrie ou d'une région du monde, mais bien de celle de toute la planète. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Seulement aux États-Unis, les 100 plus importants gestionnaires de fonds détiennent plus de 50 % des titres cotés en bourse aux États-Unis. En fait,
le vieillissement de la population à l'échelle mondiale et la capitalisation croissante des régimes privés et publics de retraite, combinés à l'institutionnalisation de l'épargne, ont fait apparaître et feront croître un nombre de plus en plus important de ces propriétaires universels. Ces grands joueurs ont tous intérêt à ce que l'économie mondiale se porte bien, et cela pour longtemps. C'est pourquoi ils ont avantage à travailler ensemble et à incorporer dans leurs critères d'investissement les externalités dégagées de l'activité économique. Je m'explique, et M. Barr s'en rappelle parce qu'il est dans ses livres. Si pour fabriquer un bien, une entreprise, disons, pollue un cours d'eau, on parlera ici d'une externalité négative. Externalité parce que cette production a un impact négatif sur les autres utilisateurs du cours d'eau, les utilisateurs externes à l'entreprise, sans que celle-ci, en effet, ne paie le coût, en l'occurrence, le coût de dépolluer le cours d'eau. Qui plus est, le prix auquel le bien est vendu ne tient pas compte de ce coût additionnel. C'est ainsi qu'un investisseur de court terme pourra ignorer ce coût éventuel et ne considérer que le rendement immédiat qu'il peut tirer de son investissement dans cette entreprise, mais sûrement pas un investisseur global de long terme qui sait qu'un jour ou l'autre, il faudra bien dépolluer le cours d'eau et que cela viendra réduire son investissement par des taxes ou autrement. Parce qu'ils sont les investisseurs globaux et de long terme, les propriétaires universels ont donc intérêt à ce que les externalités négatives soient prises en compte et minimisées dès le départ, parce qu'en général, le coût pour corriger les effets d'externalités négatives est plus élevé que ce qu'il en coûte pour l'éliminer à l'origine. On peut donner d'autres exemples d'externalités négatives, comme l'absence de normes de travail et d'accidents de travail dans certains pays, ou la faiblesse des règles de bonne gouvernance, ou les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les propriétaires universels ont voulu rapidement incorporer les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux et de gouvernance dans le processus de décision de leur investissement. Ainsi, en octobre 2004, un groupe de gestionnaires a lancé l'idée de l'initiative de recherche avancée qui vise à allouer 5% des commissions de transaction des firmes de courtage et de gestion qui améliorent les méthodes de recherche en placement dans le but justement d'inclure les éléments non financiers et intangibles, les externalités dont je parlais à l'instant. Mais l'événement qui, de façon certaine, va contribuer à renforcer ce mouvement est la Déclaration des principes de l'ONU sur l'investissement responsable. 25 grands investisseurs, 25 propriétaires universels ont contribué à élaborer cette déclaration, dont nous-mêmes, et ils l'ont signée ensemble en avril dernier. Le jour même, 26 autres institutions y ont adhéré. Cette déclaration de l'ONU aura un effet d'entraînement certain, car elle fera en sorte que les investisseurs vertueux ne seront pas pénalisés, n'étant plus les seuls et étant plus nombreux, donc, à exiger des comportements responsables de la part des entreprises dans lesquelles ils investissent. Cette déclaration des principes de l'ONU sur l'investissement responsable a été élaborée par des grands investisseurs institutionnels comme ABP des Pays-Bas, le Norwegian Government Pension Fund de Norvège, le British Telecom Pension Fund d'Angleterre et la Caisse de dépôt de consignation de France, le Fonds de réserve de France et la Caisse de dépôt de placement du Québec, n'en nommer que quelques-uns. En vertu de ces principes, les signataires comptent à moyen terme faire 6 choses. La première, c'est d'intégrer les éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d'analyse des investissements de prise de décision. La deuxième, être des propriétaires actifs et intégrer ces éléments dans les politiques et les pratiques liées à la propriété. La troisième, c'est de recueillir l'information appropriée sur les éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance auprès des entités dans lesquelles ils investissent. La quatrième, encourager l'acceptation et l'application des principes dans l'industrie de l'investissement. La cinquième, travailler ensemble pour mettre en œuvre ces principes. Et enfin, nous faisons état du progrès de nos activités dans l'application des principes. Cette approche préconise une gestion du risque où tous ces éléments d'environnement et de société et de gouvernance sont pris en compte. Les membres du groupe sont convaincus que ça fait en sorte que nos investissements seront plus performants. Notre devoir est donc d'agir en fonction des intérêts à long terme des bénéficiaires qui nous financent. De plus, on reconnaît qu'en appliquant ces principes, les intérêts des investisseurs et de l'argent s'harmonisent plus facilement avec ceux de la société. Enfin, le groupe qui a adhéré est en forte croissance. Simplement,
7 mois plus tard, donc à la signature, nous étions 51 signataires. Maintenant, nous sommes 129 et nous représentons hier 5 000 milliards de dollars américains. La Caisse est également signataire de ce qu'on appelle le Carbon Disclosure Project, qui vise à inciter les grandes sociétés à divulguer pleinement les activités produisant des émissions de CO2. Le projet de divulgation des émissions de CO2 vise donc à fournir aux investisseurs de l'information sur les répercussions environnementales de l'activité de l'entreprise et de façon dont elle intègre toutes ces possibilités et ces risques liés au changement climatique dans leurs décisions à long terme. Je vous dis donc que le mouvement des propriétaires universels et des investisseurs responsables se manifeste de plusieurs manières. Il s'inscrit dans une tendance plus large et plus profonde des actionnaires et des financiers qui veulent utiliser le pouvoir de l'argent pour civiliser la mondialisation. Les initiatives sont tellement nombreuses et en forte croissance qu'il ne s'agit plus d'anecdotes, mais bien d'une tendance lourde. Permettez-moi d'énumérer quelques-uns de ces phénomènes. L'avènement d'un nouveau secteur de produits financiers, ce qu'on appelle les fonds éthiques, les fonds d'investissement socialement responsables, qui est en forte croissance dans tous les pays, fait en sorte que les individus que vous êtes, vous pouvez maintenant investir comme nous, comme investisseurs responsables. Deuxièmement, l'apparition en Europe, et c'est un phénomène récent mais en forte croissance, et aux États-Unis, du capital de risque philanthropique, où le modèle d'affaires du capital de risque est appliqué aux organismes sans but lucratif qui prennent en charge telle ou telle facette de la société en apportant une expertise et un développement organisationnel de premier niveau. On en a parlé tout à l'heure, le mouvement de microcrédit, créé au Bangladesh en 1974 et qui a été en 2006 honoré par la remise du prix Nobel de la paix à M. Yunus Mohammed. Ça a été un événement important, de sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que le réseau International Microfinance Information Exchange estime qu'il y a plus de 1275 institutions de microfinance desservant plus de 100 millions de personnes dans le monde. On peut maintenant investir dans des fonds spécialisés de microcrédit. C'est un autre exemple où le particulier peut utiliser son pouvoir de l'argent pour véritablement civiliser la mondialisation. Après le succès du microcrédit, il y a maintenant un nouveau phénomène qui se généralise où on parle des biens et des services très largement accessibles. On parle de téléphones portables à 10 $ US, des ordinateurs portables à moins de 100 $ US, de médicaments à 10 % de leur prix, de traitements médicaux clairement accessibles. En fait, le professeur Prahalad de l'Université de Michigan a bien illustré récemment dans un livre, The Fortune at the Bottom of the Pyramid, que dans plusieurs domaines, que ce soit dans les soins de santé ou autres, il est possible d'innover, de faire des profits, de vendre des biens et des services, tout en les rendant accessibles à ceux qui sont tout plus bas de la pyramide des revenus. Mentionnons enfin la prolifération des associations, des forums, des programmes de recherche, de formation, les nombreux sites Internet sur l'investissement responsable et sur le rôle des détenteurs de fonds. À titre d'exemple, je vous soulignerai BAWB, Google, allez là-dessus, vous verrez, c'est un site extraordinaire. C'est le Center for Business as Agents of World Benefit, qui réunit des leaders des grandes sociétés mondiales et plusieurs leaders des sociétés françaises, des leaders du monde académique, du milieu scientifique, du monde de la culture et des arts, ainsi que les acteurs des organismes sur le terrain, afin de synthétiser les concepts et les expériences pour partager l'expertise, et c'est une véritable localisation virtuelle extraordinaire. D'autres exemples, le Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l'homme, le Conroe Table, l'International Alert, l'Interfaith Center on Corporate Responsibility, le CERES, le principe de l'équateur de la Société financière de la Banque mondiale, et la liste pourrait être très allongée. Je terminerai cette liste cependant en mentionnant les nombreuses fondations financées par les plus grandes fortunes de la planète, telles Bill Gates et Warren Buffett, qui possèdent maintenant d'immenses ressources. Ces fondations sont en train de mobiliser les artistes, les gens d'affaires, les leaders politiques et sociaux pour régler des problèmes précis, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs dans le monde. Enfin, vous ne serez pas surpris d'apprendre que dès 2008, les organisations privées et publiques sur l'ensemble de la planète pourront adopter la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale des organisations. Certes, la mondialisation suscite des inquiétudes. J'en ai évoqué quelques-unes. Faut-il, par contre, essayer de lutter contre cette mondialisation, essayer de l'arrêter? Je crois sincèrement qu'un tel effort serait vain. La mondialisation n'est pas un phénomène temporaire. Le monde est et sera pour toujours un monde d'interaction, d'interrelation, d'échanges, de rencontres et de libre circulation des biens, des services et des personnes.
En effet, les pays en émergence ont émergé. Plutôt que de faire de la lutte à la mondialisation, il faut faire du judo avec la mondialisation, en s'appuyant sur les détenteurs de capitaux pour accélérer le mouvement de civilisation qui doit accompagner la mondialisation. De cette façon, les générations futures récolteront les fruits à la fois bénéfiques et durables de la mondialisation. En effet, j'en suis convaincu, j'en suis témoin tous les jours, les grands investisseurs regroupés sont maintenant capables d'influencer les dirigeants, les conseils d'administration et les administrateurs des grandes entreprises, et ils le font. De plus, ces institutions, par leur comportement socialement responsable, permettent aux petits épargnants, et ce sera le prochain phénomène qui prendra de l'ampleur, de participer directement à ce mouvement par les fonds éthiques. Tout ceci crée un impact sur l'opinion publique et utilement sur l'électorat et sur nos leaders politiques. Je suis donc très convaincu que nous sommes au début d'une nouvelle tendance dans le monde de l'investissement et celui de l'argent, et cette tendance, elle est remplie d'espoir. C'est un espoir dont nous sommes chacun de nous, dans notre sphère d'activité, responsables si on veut qu'il se matérialise. Et à mon avis, c'est un des objectifs que contribuent à atteindre les entretiens Jacques Cartier. Merci beaucoup et bonsoir. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier M. Tremblay de son exposé qui est à la fois plein de réalisme. Pardon. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, monsieur. Voilà, il faut toujours un petit moment de rire dans ce genre de réunion. En tout cas, je voudrais remercier l'orateur. D'un discours qui a été plein de réalisme et plein d'espoir. Au fond, ce que nous a dit notre brillant conférencier, c'est que nous sommes dans un monde en transition, un monde en évolution. Le demi-siècle que nous venions de vivre était relativement paisible. Cela vous étonnera que je dise cela, mais c'est vrai. Quand on y réfléchit, les choses étaient simples. Il y avait les États-Unis et l'Union soviétique. Il y avait les pays développés et les pays en développement. Et les choses avaient fini par devenir relativement stables entre ces ensembles. Aujourd'hui, tout cela a changé. Il y a les vieux pays riches, les jeunes pays émergents. Il y a un monde